L'avenir du Commonwealth, on en parle avec vous, Mélanie Torrent. Vous êtes chercheuse, maîtresse de conférences en histoire et civilisation britannique. D'abord, selon vous, avec la mort d'Elisabeth II, est-ce que le Commonwealth peut se disloquer? Alors, en réalité, le décès d'Élisabeth II et la transition vers Charles, tout comme elle a été, on l'a vu ces derniers jours, extrêmement bien préparée au Royaume-Uni, elle a été aussi extrêmement bien préparée dans le cadre du Commonwealth. Charles a assisté à certains sommets à la place de sa mère dans le passé, y compris il y a quelques mois à Kigali au Rwanda. Et il a été choisi, puisque c'était un choix, il n'y avait rien d'automatique à la transition, comme chef suivant du Commonwealth. Ceci étant, la décision qui a eu lieu en 2018, elle s'est aussi faite par amitié, d'une certaine manière, avec la monarque qui était alors toujours Élisabeth II. Et il est évident que je crois qu'à l'heure actuelle, il y a à la fois un certain nombre de tensions, beaucoup d'incertitudes, quelques opportunités aussi qui font face à Charles, mais il y a effectivement un certain nombre de risques auxquels le nouveau souverain et plus généralement l'État britannique aussi devront certainement prêter attention. Alors cette alliance, elle repose sur l'ancien empire britannique et donc sur sa politique colonialiste. Symboliquement, est-ce que ce regroupement peut encore faire sens aujourd'hui? Alors, il semble que oui, puisque c'est une organisation qui est à l'heure actuelle en expansion. On a vu que, en juin, juillet, deux nouveaux membres sont venus grandir l'organisation du Commonwealth, le Togo et le Gabon. Et en même temps, je crois que ce qui est important de noter justement avec ces nouvelles admissions, c'est qu'elle souligne, elle démontre une nouvelle tendance de ces dernières années, qui est en fait une expansion qui n'est plus liée uniquement à Londres ou aux relations que les différents États du Commonwealth peuvent vouloir avoir avec Londres. C'est un des paramètres, mais ce n'est pas forcément celui qui domine. Ça a été le cas aussi dans une certaine mesure avec l'admission du Rwanda en 2009, où on voit que c'est davantage en fait des processus d'intégration régionale au niveau de l'Afrique qui portent les intérêts du Commonwealth, qui reste finalement pas une organisation qui peut remplacer d'autres organisations, mais un réseau diplomatique utile en complément d'autres organisations. Et je crois que depuis les années 90, peut-être davantage depuis l'admission du Rwanda en 2009, c'est quelque chose qui se montre. Donc finalement, il y a aussi un avenir pour le Commonwealth, peut-être, sans doute, y compris avec une redéfinition ou une transformation plus nette de la place de la Grande-Bretagne. Une Grande-Bretagne qui prendrait peut-être moins de place. Ou qui reconnaîtrait aussi peut-être davantage ou différemment ce que vous évoquiez à l'instant, qui est le passé colonial, le passé impérial, qui est aussi l'histoire du Commonwealth et le passé du Commonwealth. Et justement, est-ce qu'il faut solder cet héritage, selon vous, pour que le Commonwealth puisse avancer, notamment avec le nouveau roi, Charles III? Alors, je crois que ce qui a été très notable finalement ces derniers jours, en regardant un petit peu la manière dont les choses étaient vécues, étaient présentées dans la presse, dans le Commonwealth, c'est effectivement un certain nombre d'interrogations et aussi un décalage entre les hommages qui ont été rendus très justement d'ailleurs à l'œuvre qu'avait fait Elisabeth au sein du Commonwealth et pour le Commonwealth, et aussi la nécessité réelle de parler autrement que dans la symbolique des questions d'excuses,
notamment pour l'esclavage dont il était question dans le reportage sur les Caraïbes, la question des réparations, la question de l'intégration aussi des populations d'origine de l'Empire au départ, du Commonwealth depuis, au sein du Royaume-Uni, et aussi la question des restitutions, qui depuis un certain nombre de mois, voire d'années, est régulièrement discutée, mais où il y a aucune mise en œuvre, enfin ou peu de mise en œuvre, en tout cas pas du point de vue de l'État. C'est davantage des universités qui se sont mobilisées, par exemple, et où les populations du Commonwealth, certainement en Afrique, dans les Caraïbes, en Asie, attendent de ce point de vue-là des changements, des réponses, des politiques, je pense. Alors pour le moment, une majorité de pays membres du Commonwealth affichent justement leur volonté de continuer à faire partie de cette alliance. C'est le cas du Canada. On va écouter Justin Trudeau, justement, le Premier ministre du pays. On est dans tellement un moment complexe et compliqué que de faire un changement aussi profond dans un système qui est parmi les meilleurs systèmes les plus stables dans le monde, maintenant, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Mélanie Torrent, quel est l'intérêt du Commonwealth pour des pays membres comme le Canada? Vous parliez justement d'atouts diplomatiques, mais y a-t-il aussi une influence qui permet aussi d'avoir de meilleurs résultats économiques, de meilleurs échanges entre ces pays? Alors, sur la question des échanges économiques, je crois que le débat est très ouvert. C'est un des grands arguments qui a été mis en avant par le Royaume-Uni ces dernières années post-Brexit, mais on peine quand même à trouver des chiffres qui vont dans ce sens-là. En revanche, c'est effectivement un réseau de pays qui partagent dans une certaine mesure des traditions politiques, qui partagent aussi, ce qui est très important, une langue, même si là, effectivement, Trudeau s'exprimait en français et que pour beaucoup de pays du Commonwealth, l'anglais est une des langues. Mais d'un point de vue des négociations, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient stratégiques, ça permet néanmoins une immédiateté et une confidentialité qui n'est pas forcément possible dans d'autres organisations internationales. Donc c'est voilà, un atout diplomatique supplémentaire. Ça peut renforcer aussi le soft power de certains États, par exemple par des échanges universitaires, même si là encore c'est certainement un domaine où davantage d'échanges pourraient être soutenus et promus dans les années à venir. Merci Mélanie Torrent d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur l'avenir du Commonwealth.